BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Stéphane Manigal, le président du groupe Éclore, groupe de restauration. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. Le groupe Éclore, on va rappeler, c'est un groupe de restauration très connu à Paris, surtout. On identifie des jeunes talents, on leur donne les moyens. Voilà. Et ce sont mes premiers actionnaires. Les 8 restaurants. 9 6 étoiles le guide Michelin. Oui. On peut dire les noms. Il y a Maison Rostand, il y a Substance, il y a... Contraste, Hémicycle, Granit. Bistrot Flaubert. Ouais. On va du bistrot 2 étoiles. Ouais. Mais justement, vous avez lancé une initiative, on en dirait un mot, pour que les jeunes redécouvrent le plaisir de la table, malgré une addition qui est quand même de plus en plus lourde. On va revenir là-dessus. Beaucoup de questions. Il y a la question des métiers en tension. Il y a aussi la question des faillites de votre secteur, qui est toujours en grande difficulté, en tous les cas n'a pas retrouvé le niveau d'après-Covid. Et puis il y a la question aussi de violence, de sexisme. Est-ce que c'est un univers quand même impitoyable? Mais d'abord, je voudrais qu'on commence parce que les agriculteurs, les tracteurs sont devant l'Assemblée nationale où il y a la discussion. On ne sait plus très bien ce qu'il faut dire tellement c'est le bordel, pour reprendre la bordélisation, pour reprendre l'expression d'Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, sur cette loi Duplon, la loi agricole. C'est une loi qui était censée qui est censée faciliter la vie des agriculteurs. C'était une loi qui avait été promise après la violence qu'on avait connue, la colère des agriculteurs. Puis là, par un micmac, il faut que ceux qui sont pour rejettent le projet pour éviter combien il y a d'amendements. Il y a 4500 amendements. Bref, il y a un gros micmac, une bordélisation. Vous êtes de quel côté, Stéphane Manigal? De ceux qui disent on a besoin de cette loi, ou vous êtes de côté de ceux qui disent attention, c'est quand même un retour en arrière sur l'agriculture française? Edwige, je me trouverai toujours derrière cette France qui se lève tôt et qui travaille, c'est-à-dire les agriculteurs en l'espèce. Depuis maintenant près d'un mois, on a fait le choix dans mon groupe de recentrer l'intégralité de nos achats, de flécher la quasi-totalité de nos achats auprès des agriculteurs. Tous les matins, je suis debout à 3h et à 4h, je suis sur le marché de Rungis avec mon chauffeur, mon acheteur, et on va acheter des produits, si possible, français. Parce qu'il n'y a pas que des produits français, mais en tout cas, on est passé, on est à plus de 80% aujourd'hui de nos achats de matières premières issues de l'agriculture française, évidemment des produits de saison. Et je crois que, d'ailleurs, j'invite tous mes confrères à prendre le même chemin. Ce qu'il y a de problématique aujourd'hui dans le système de l'agriculture, de la cueillette à l'assiette, c'est tous les intermédiaires qui sont entre la cueillette et l'assiette. Et nous, on s'en est rendu compte d'aller directement rencontrer les producteurs. Vous avez le carreau des producteurs à Rungis qui est formidable. Vous avez des agriculteurs qui viennent et qui vous présentent leur récolte du jour. Ça, c'est un vrai coup de pouce pour l'agriculture française. Et j'invite d'ailleurs tous mes confrères restaurateurs à prendre le chemin d'un des plus beaux marchés, certainement le plus beau marché du monde, qui est le mine de Rungis, présidé par notre ami Stéphane Layani. Oui, bien sûr. Mais en même temps, il y a des points quand même importants. Par exemple, il y a le retour des néonicotinoïdes parce que les agriculteurs disent sur la betterave, la noisette, on ne peut pas en avoir. Si vous en voulez des françaises, il nous faut ça. C'est qu'en tous les cas, ce que peuvent faire nos concurrents européens. Vous, les gens de plus en plus, dans leur assiette, ils sont quand même très vigilants pour savoir la qualité des produits. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque malgré tout? Il y a le risque et il y a le déséquilibre concurrentiel. Si on impose des normes à nos agriculteurs français, alors le produit qui se retrouve également en France doit avoir les mêmes normes. On ne peut pas importer des produits qui défient toutes les règles qu'on impose, où on asphyxie nos agriculteurs. Je rappelle qu'il y a quand même un certain nombre d'agriculteurs qui mettent fin à leur vie par la précarité. Le salaire moyen d'un agriculteur, il est très bas. Il est en dessous du SMIC. Je ne parle pas des céréaliers, je parle de vraiment ceux qui cultivent les légumes racines. Là, on va rentrer dans la belle saison de la tomate. Il y a aujourd'hui ce déséquilibre en Europe. Il faut harmoniser et avoir les mêmes règles. Et là, nos agriculteurs
s'en sortiront mieux. Mais là, imposer des contraintes sur nos agriculteurs sans les imposer sur des produits importés, c'est un suicide de notre indépendance alimentaire. Et oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Lorsqu'on regarde les chiffres, on a perdu notre indépendance et notre souveraineté alimentaire. Non, j'y crois pas. Je suis un optimiste. Je suis convaincu que en France, on a toutes les ressources. On a un territoire. Moi qui voyage beaucoup auprès de nos viticulteurs, de nos agriculteurs, de nos maraîchers, on a certainement le plus beau terroir du monde, avec une diversité de climats, une diversité de saisons. On a les 4 saisons. On a une diversité de produits et le monde entier envie notre agriculture. Il faut juste qu'on revienne sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire une agriculture non pas extensive, pas intensive, mais une agriculture plutôt extensive, avec un soulagement pour nos agriculteurs. On l'a bien vu pendant le Covid, on était très contents quand on était confinés d'aller prendre le chemin, d'aller cueillir ses petites fraises chez son agriculteur, d'aller cueillir ses framboises, d'aller cueillir ses cerises. Tous ces produits-là, si on continue de tuer nos agriculteurs, alors il faut savoir que la France va perdre. Et on m'a appris une chose, on ne crache pas dans la main qui te nourrit. Or, les agriculteurs... Oui, on est d'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'en même temps, on voit bien, on a aussi une agriculture qui est quand même très artisanale. Alors, il y a des bons côtés, mais il y a des moins bons côtés, parce que du coup, c'est beaucoup moins concurrentiel par rapport à, effectivement, à des agricultures qui sont beaucoup plus structurées. Et en fait, pourquoi l'agriculture artisanale, elle crève comme dans d'ailleurs mon secteur? C'est le poids des normes. Vous êtes agriculteur, vous devez avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre à quel moment vous pouvez placer la haie, à quel moment vous pouvez récolter vos vignes, à quel moment vous pouvez faire telle ou telle semence. Enfin, je veux dire, c'est l'agriculteur. On s'est éloigné avec l'Europe. Je vais vous donner un exemple. J'étais parti du côté de Auch, chez un éleveur d'oies et de canards. Et je lui dis à cet éleveur, je suis très heureux de retrouver des canards et des oies qui pataugent dans l'eau dans une mare à canards. Mais il me dit, et je lui dis, mais je ne comprends pas, vos canards et vos oies sont d'une qualité exceptionnelle, pourquoi vous n'avez pas de label, d'IGP, etc. Et il me dit, mon pauvre, l'Europe m'interdit d'avoir des oies et des canards au bord de l'eau. Or, depuis des générations où nous sommes éleveurs d'oies et de canards, si les canards et les oies ont des pattes palmées, c'est parce qu'elles sont dans l'eau. Voilà aussi ceux qui tuent notre agriculture, ceux qui tuent nos éleveurs. Ce sont des normes complètement absurdes. Alors, je fais un peu de provocation à mon tour, mais est-ce que, Stéphane Manigold, est-ce que c'est une posture économique ou une posture politique que vous avez? Mais c'est une posture de cœur. J'aime vraiment, j'aime cette France qui travaille. Je la respecte profondément. Vous savez, c'est pas simple pour à Rungis, les types, ils commencent à minuit 30. Oui. Minuit 30. Ils sont là à nous attendre. Nous, on arrive vers 3h, 4h du matin. Parce que j'ai un restaurant, je ferme globalement vers minuit et demi, 1h du matin. Mais cette France qui travaille, on l'a oublié. Elle est malade, cette France qui travaille. On le voit, moi je le vois. Ils sont tellement contents. Et moi aussi, je suis content d'aller à nouveau à leur rencontre dans ce mine. Oui, bien vraiment, sûr, allez comme ça. Voir, qui n'est pas d'accord avec vous? On ne peut pas faire de la politique quand on voit la détresse de ces personnes. Moi, je suis touché sincèrement. On dit souvent que les politiques savent passer des émotions sans jamais ressentir. Moi, je ne suis pas politique. Donc je ressens. Je suis triste quand je vois nos éleveurs me parler de leur misère. Et ils me parlent volontiers parce que j'ai la chance de me donner le micro et j'ai la chance de pouvoir parler. Oui, devenu un peu porte-parole. Mais de cette France qui travaille. Vraiment, sans eux, nous, la restauration, on n'est rien. Si on n'a pas d'agriculteurs, si on n'a pas de vignerons, si on n'a pas d'éleveurs, si on n'a pas mais on n'est rien. Oui, mais reconnaissez, et ça fera peut-être le lien avec la suite, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de restaurants qui achètent dans la grande distribution. Est-ce que vous n'achetez jamais chez Métro dans la grande distribution, Stéphane Manigold? Mais Métro, pardon, il y a un cliché, et les pauvres, ils vont le payer encore longtemps. Mais il faut savoir que chez Métro, pour le coup, 95% de leur chiffre d'affaires, c'est des matières brutes. Des matières premières. Oui, mais donc les restaurateurs, en fait, ils achètent chez Métro, ils vous livrent les plats. Ce que vous avez dans votre assiette, c'est très souvent fabriqué par Métro. Les 5%, non, malheureusement, il y a Pomona, il y a Davigel qui fabrique, il y a Coup de Pâte, il y a plein d'entreprises. Je crois que les pauvres, ils souffrent d'une... moi, j'avais visité, j'avais les mêmes clichés à l'époque quand je me suis lancé dans la restauration. Non, mais c'est bon, c'est pas la question. Non, mais les matières premières, je parle pas des produits finis. Vous savez, moi, j'ai mené une guerre depuis 3 ans contre les produits industriels. Enfin, pas contre
santé pour nos soins. Juste un moment, le consommateur doit savoir. Quand vous mangez une blanquette, quand vous allez manger une blanquette de veau dans un restaurant, Exactement. vous devez savoir si elle était cuisinée. Ah, voilà, la transparence. Ouais. Et bien, qui l'a sauté? C'est certainement pas moi. Ouais. C'est mon copain Thierry Marx qui, la bouche en cœur, explique que l'Holocauste a tué l'agriculture française. Mais c'est le premier à vendre des casseroles chez Lidl, version low cost, made in China. C'est le premier à faire la promotion des industriels à longueur de journée. Ça suffit. Sauvons notre agriculture, aidons nos agriculteurs. Et là, je redis à mes confrères, prenez le chemin du mine de Rungis. Allez à la rencontre des agriculteurs. Non seulement on va éliminer plein d'intermédiaires, moi j'ai éliminé plein de capteurs, des gens qui font de la captation de valeur pour redonner ces euros à l'agriculture française. Oui, je sais que vous êtes en pleine guerre avec Thierry Marx, qu'on aime bien ici, qui est donc le président du syndicat l'UMH. Vous êtes censé être, ou vous l'êtes encore, président de l'UMH Île-de-France. Mais vous ne voulez pas trop en parler parce que vous êtes en désaccord total avec Thierry Marx et votre syndicat. Pourquoi vous démissionnez pas alors? Mais alors déjà, vous savez que l'UMI, ce sont des départements et nous sommes autonomes. En principe, c'est comme ça que ça a été écrit dans les années 40. C'est une confédération. Nous décidons, il exécute. Bon, il a un tout petit peu oublié les statuts. Il décide dans son coin. Il signe des contrats avec des industriels de partout, Bleu Blanqueur et compagnie. Il signe des pubs pour des croquettes pour chiens. Il signe des pubs pour... En fait, vous êtes jaloux de son succès, c'est ça? Le succès, vous savez, le problème, c'est qu'on parle souvent de ses succès, mais jamais de ses échecs. Si Boulanger, elles n'existent plus. C'est un échec cuisant. Tout ce qu'il a fait, il l'a coulé. Il n'y a que lui qui gagne de l'argent. Donc en fait, c'est pas. Mais là, c'est des propos violents. Mais c'est la vérité. Le Monde a fait un article formidable sur une enquête. Aujourd'hui, si on n'est pas là pour faire le procès de Thierry Marx, non, mais je veux pas faire son procès. Donc il faudrait qu'il soit là pour pouvoir vous mais il refusera parce qu'il n'a pas le niveau pour débattre sur ces sujets. Il est très bon médiatiquement. Écoutez, lançons l'invitation. On va faire ça. Stéphane Manigol, si on reste sur un autre point de désaccord là aussi, mais qui est un point important, c'est ces fameux métiers sous tension. Donc la liste a été publiée il y a quelques jours. Et enfin, certains, l'hôtellerie et la restauration fait partie de ces métiers en tension qui peut permettre à des gens qui travaillent pour vous, pour la restauration, l'hôtellerie, des immigrés, d'avoir c'est une forme d'immigration économique et comme ça qu'ils puissent être reconnus. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans pourquoi est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de métier sous tension dans l'hôtellerie-restauration? Tout simplement parce que je regarde les chiffres, je suis un chef d'entreprise, j'essaie de ne pas faire dans le pathos, c'est pas dans le business de la misère. Je regarde les chiffres de France Travail. Vous avez France Travail qui publie deux choses. Le premier, c'est le besoin en main-d'œuvre, le BMO. Il publie que globalement dans notre secteur, nous avons un besoin en main-d'œuvre de plus de 300 000. 330 000 emplois en 2025 ont des difficultés de recrutement pour la moitié d'entre eux. Ce sont des intentions d'embauche. Ce ne sont pas des postes vacants. C'est-à-dire que vous interrogez un chef d'entreprise, il dit « Oui, je vais peut-être recruter cette année parce que j'ai une personne qui est partie en maladie, j'ai quelqu'un qui a démissionné. » Voilà d'où vient ce chiffre. Il ne faut pas confondre emploi vacant et besoin à un moment d'une ressource, d'un week-end, d'un jour, un extra, etc. Et la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est quoi? C'est que dans ce pays, nous avons plus de 100 000 personnes au chômage. 32 000 rien qu'à Paris dans mon secteur. 32 000 qui touchent le chômage. Il serait temps qu'on remette cette France au travail. Ces Français qui sont 32 000 à Paris, Edwige. Entre les saisonniers, les cuisiniers et les serveurs, ils sont 32 000 à bénéficier du chômage. Il faut qu'ils retrouvent le chemin du travail. On ne peut pas protéger pendant 18 mois ou 24 mois des personnes qui restent à la maison. C'est l'argent des entreprises. Et je rappelle que seules les entreprises cotisent pour le chômage. Les salariés ne cotisent plus depuis 2019. Seules les entreprises cotisent. Il est temps de remettre la France au travail. Et puis ensuite... Oui, mais en même temps, vous avez des gens qui travaillent. Chez vous, vous avez des immigrés, justement, qui travaillent chez vous? Ça nous est arrivé d'avoir une personne dans la qui nous a déclaré s'appeler... restauration. En fait, ce dont vous parlez, c'est les alias. C'est ceux qui vous disent « Bonjour, je m'appelle Monsieur A » et en réalité, il s'appelle Monsieur B. Au bout de 12 mois, ils vous disent « Je ne m'appelle pas Monsieur A, je m'appelle Monsieur B ». Ça, ces situations-là, évidemment qu'il faut les remettre. Il faut les régulariser, ces personnes. Mais je dis, petit 1, il faut remettre celles et ceux qui bénéficient du chômage au travail.
Si nous sommes un secteur en tension, chiche, allons jusqu'au bout. Pourquoi protéger pendant 18 mois des personnes dans un secteur en tension, dans la boulangerie, chez les bouchers, chez les électriciens? Tous ceux qui nous écoutent, qui recrutent et qui considèrent il y a 80 métiers en tension, ces 80 métiers ne devraient pas ouvrir un droit au chômage à 18 ou 24 mois. Il faut le réduire à 3 mois. Croyez-moi qu'ils vont vite retrouver le chemin du travail. Deuxième point, vous pensez que c'est une question de dignité, Edwige? Parce que ceux qui sont pro-immigrationnistes, pour des emplois dits difficiles, c'est reculer sur les conditions de travail de nos salariés, c'est reculer sur les salaires, c'est reculer sur la vraie question centrale qui s'appelle le coût du travail. Moi, oui, je mais propose attendez, moi, de je veux bien, baisser le coût du travail. Je vais au restaurant, je vais parfois chez les vôtres, je vais souvent dans le restaurant, on voit bien le chef, il est souvent sri lankais ou pakistanais, vous avez les serveurs aussi, parce qu'eux, ils ont envie de bosser, donc vous en avez besoin. Vous savez, moi, je ne regarde pas la qualité des personnes, ni par leur couleur, ni par leur nationalité. Je regarde par leurs compétences, ou en tout cas leur envie d'embrasser ce métier, ce pays, et la volonté de travailler. Et en plus, il coûte moins cher. Mais je ne veux pas, justement... C'est un faux débat. On a précarisé nos métiers. Vous vous rendez compte les signaux qu'on serait capable d'envoyer en disant nous, on veut de la main-d'œuvre pas chère, mais c'est abominable en 2025 de considérer qu'on doit employer. C'est presque de l'esclavagisme, pardon. Je crois qu'il faut remettre les pieds. Moi, je mets les pieds dans le plat. Il faut baisser le coût du travail. Je veux que nos salariés gagnent mieux. Je veux que celui qui est tout en bas, il gagne mieux. Ça veut dire qu'il faut réduire le coût du travail, réduire le différentiel, fracasser le différentiel entre le brut et le net. Il faut absolument réduire ça. Croyez-moi, et tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui cherchent du travail, tous les salariés, tous les patrons vous diront la même chose. À partir du moment où on paye mieux, vous allez voir qu'ils vont tous retrouver le chemin du travail. Oui, mais or, aujourd'hui, le travail ne paye plus. Et il ne paye plus pour le salarié et il coûte beaucoup trop cher pour l'entreprise. Oui, en même temps, vous connaissez le raisonnement aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. C'est que toutes les cotisations sociales, c'est aussi une forme de salaire différé pour quand vous prenez votre retraite, quand vous avez un accident du travail. Vous voyez, ces cotisations, elles ne servent pas à rien. Elles vous servent plus tard. Elles ne vous servent pas sur le moment, à l'instant T. Elles vous servent à l'instant T plus 20, T plus 30 ou T plus 50. Vous avez tout à fait raison. Je vais vous faire économiser, M. Bayrou, si nous écoute, on va lui faire économiser 4 milliards assez rapidement. Vous voyez, je vais faire un petit truc pour les nuls, le chômage pour les nuls. Chaque année, ça coûte plus de 40 milliards. Oui. Vous avez 7,5% de chômeurs dans ce pays. On va arrondir à 7,5%. Vous baissez de 10% le chômage, c'est-à-dire vous passez à 6,8. Ah oui, un taux d'emploi plus... voilà, vous passez à 6,8. 10%, c'est pas grand-chose. Oui. Vous remettez un chômeur sur 10 au travail, c'est rien. Oui. C'est 4 milliards d'économisés dans les caisses de l'État. On n'a baissé que de 10% le chômage. C'est rien. Donc à un moment, le courage politique... Il avait baissé plus et puis là, il est en train de remonter. Mais parce que on peut pas d'un côté... Moi, je trouve ça abominable que de dire... Bon, on va continuer, les Français, on va continuer à les protéger pendant 18 mois dans ces secteurs dits en tension, et puis on va faire venir de la main-d'œuvre pas chère, des immigrés. Franchement, c'est une question de dignité. Je n'arrive, franchement, donc pour vous, ça me fait presque vomir de penser cela. Pour être clair, vous estimez que la restauration n'a pas besoin d'immigration économique, Stéphane Manigol. Mais je vous le dis, pendant au moins 6 mois, nous n'avons pas besoin d'immigration. Il faut d'abord, petit 1, régulariser. Il faut faire un point avec les préfets. Pendant 6 mois, faire une pause, voir avec les préfets, en allant chacun dans nos entreprises, que ce soit le bâtiment, la restauration, tout l'artisanat, en allant voir nos salariés en disant voilà, on ouvre une discussion pendant 6 mois. Qui s'appelle pas A alors qu'on m'avait déclaré A, qui s'appelle B. Et une fois que les gens se déclarent, alors on envoie au préfet en disant eux, ils sont là, ils travaillent, il faut les régulariser. Mais alors, petit 1, petit 2, vous baissez le chômage, vous passez 18 mois à 3 mois, croyez-moi qu'on a réglé le problème des secteurs en tension et des métiers en tension. Oui, mais là on revient effectivement sur le coût du travail, j'ai compris ce que vous dites, qui n'est pas totalement inexact, il faut reconnaître, mais on voit bien que pour l'instant, si on regarde le prix de l'assiette, si on regarde le nombre des faillites, on va en dire un mot, qui continue, quand même c'est plus de 17%, donc c'est quand même assez élevé en
2025, enfin depuis le début de 2025, on voit bien que vous êtes dans un effet ciseau qui est compliqué, hein, parce que vous ne pouvez pas augmenter le coût du travail, et en même temps, parce qu'on ne peut pas augmenter le prix de l'assiette, et en même temps, vous avez des faillites qui augmentent. Donc, vous faites, c'est quoi vous voyez ? C'est encore un sujet différent, les faillites qui augmentent. Je vais vous donner deux chiffres. C'est pas complètement ça, mais c'est un peu ça quand même. Vous me parlez souvent de l'Espagne, de l'Italie, où on mange moins, on mange mieux et c'est moins cher. Ouais. L'Italie, par exemple, Rome, vous avez 2 800 000 habitants, 9 000 restaurants. À Paris, vous avez 2 200 000 habitants, soit 600 000 de moins, et vous avez 18 000 restaurants, pseudo-restaurants. La malbouffe dans ce pays, elle a tellement progressé qu'en fait, on est là à vouloir faire venir de la main-d'œuvre peu qualifiée pour ouvrir des poches en plastique, mettre dans des micro-ondes, entendre un bip-bip qui fait de temps en temps ce son-là, et manger des burgers. Et manger des burgers. C'est pas ça la France. La France, c'est pas celle qui tue l'agriculture française, c'est pas celle qui empoisonne nos enfants. 56 milliards sur les 90 milliards, c'est la malbouffe dans ce pays. C'est scandaleux. McDonald's. Mais alors savez, pourquoi Mais parce qu'ils ont gagné. McDonald's a gagné. Premier restaurateur de France. Oui. Vous savez combien McDonald's fait de chiffre d'affaires sur le sol français ? 5,5 milliards. Dans le monde, c'est 25 milliards. McDonald's réalise 20% de son chiffre d'affaires. Vous pouvez avoir quelque chose de très correct pour 5-6 euros. Je suis désolé, dans un restaurant français, c'est pas possible. Hein. Mais je vais vous prendre l'Italie, c'est à côté. L'Italie, McDonald's réalise 1,5 milliard, soit 4 fois moins. Domino's Pizza, ils ont voulu investir l'Italie. Parce qu'il y a la transparence en Italie, ils n'ont pas pu s'implanter, ils ont perdu près d'1 milliard, ils ont fermé tout le réseau en 2023. Ils n'ont pas pu s'installer. C'est juste un choix politique. Et nos politiques n'ont aucun courage sur la gastronomie. On est passé du pays de la gastronomie au pays de la malbouffe. Et à telle enseigne... il y a une question de pouvoir d'achat. Il y a une question de pouvoir d'achat. Mais c'est cher. Non. Mais et puis en plus, il y a des changements on voit bien qu'il y a des changements quand même dans des consommateurs, des changements d'habitude. Si vous voulez me faire dire que nous, dans la restauration traditionnelle, on n'a pas su tendre la main à la nouvelle génération. On n'a pas su tendre la main aux parents. Parce que quand vous avez un enfant en bas âge avec une poussette et vous l'avez dans un restaurant, je vous le concède, c'est l'enfer. Vous êtes mal accueillis. C'est fini. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on fasse le chemin. Dans un McDonald's, je vous le concède, vous êtes avec vos enfants, ils vous offrent des ballons, des petits jouets, plein de conneries pour que vous puissiez... mais surtout, moi j'ai dans un restaurant chez vous, Bistrot Flaubert, c'est combien le repas moyen ? Entrée, plat, dessert au déjeuner ? On est à 29 €. Que des produits frais, que des... J'ai une famille avec 3 enfants, vous voyez. Bon, mais c'est que des produits frais. Mais on parle pas de la même chose. Chez moi, vous n'avez pas. Non, on est bien d'accord. Je dis juste pour une famille avec quand même une question de pouvoir d'achat, c'est pas évident. Hein. Vous mangerez moins, Edwige, parce qu'en fait, le McDo 2 heures, 3 heures après, enfin ou la fast-food, je vais pas faire une fixette sur le McDo, les pauvres, mais les fast-food, au bout de 2-3 heures après l'avoir ingurgité, vous avez à nouveau faim. Ce sont des sucres rapides que vous éliminez rapidement, dont votre corps n'a pas besoin. Donc, venez manger chez moi. Nous avons par exemple notre propre pain, on fait notre propre pain avec un blé ancien, un blé rouge de Bordeaux. Je peux vous assurer que quand vous aurez mangé ce pain-là, vous mangerez plus d'autre pain parce que c'est pas tout ce qu'il y a de pauvre dans le blé, c'est ce qu'il y a de meilleur pour votre corps. Est-ce que la solution, pardon, je vous interromps, mais est-ce que la solution c'est pas parce que ça existe et ça se multiplie les bouillons ? Oui. Parce que les bouillons, alors vous en avez à Paris, vous en avez un justement où Thierry Marx justement a ouvert un à Saint-Denis. Oui, mais c'est donc des restaurants comme ça existait avant. Oui. Où on pouvait aller par la génération de nos parents, on pouvait y aller, ça coûtait pas trop cher. Mais je crois qu'on est en train de revenir vers les plats de bistrot, de bouillon traditionnels français. Pourquoi ? Parce que quand le pays va mal, quand vous n'êtes pas bien, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez des valeurs refuges, l'œuf mayonnaise, une blanquette de veau, des poireaux vinaigrettes, des poireaux vinaigrettes, voilà, un pâté en croûte. Voilà ce que vous avez envie de manger. Des choses qui vous rassurent, des choses qui vous cajolent, des choses qui vous rappellent votre grand-mère, votre grand-père, et des choses qui vous disent, qui vous rappellent votre enfance et qui vous consolent. Donc on est en train de revenir vers de la vraie cuisine et j'en suis plutôt ravi. Juste encore un point sur les faillites. Vous dites c'est faillites, oui c'est un peu normal parce qu'en fait on est beaucoup trop nombreux. Vous avez donné des chiffres quand même effectivement un peu impressionnants, 18 000 restaurants à Paris pour 2 millions d'habitants, 9 000 en Italie pour combien d'habitants 2 200 000 à Rome. À Rome. Et je prends Bordeaux, c'est la ville de France où il y a le plus de restaurants. Bordeaux c'est un restaurant à ciel ouvert, c'est comme Paris. Sauf que la ville de Bordeaux, Madame Hidalgo, si elle nous écoute, elle peut prendre la même initiative avant de partir. Elle peut réglementer, elle peut changer la loi SRU, le PLU, pardon, le plan local d'urbanisme, interdire les changements de destination. Vous achetez un commerce de chaussures, il se transforme en restaurant.
C'est pas possible. Vous avez des commerces qui disparaissent, des commerces de proximité qui disparaissent au profit de pseudo-restaurants. Dernière question qui va peut-être pas vous faire plaisir, mais est-ce qu'il y a de la violence et du sexisme chez vous, dans vos restaurants? Est-ce que vous l'avez observé? Alors non seulement j'ai pu l'observer, je l'ai sanctionné. Oui. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un directeur qui harcelait dans l'un de mes établissements 5 filles. Je l'ai licencié. Il est allé au prud'homme, il a gagné. Parce que les 3 femmes, juges, ont considéré que les violences sexistes et que les propos étaient choquants, mais étaient courants dans la restauration. Bah Évidemment, nous avons fait appel. Oui. Nous avons pourvu appel. Donc nous, on doit évoluer de ce point de vue-là. Mais j'invite le ministre Darmanin à rappeler aux magistrats que c'est au nom de la République française que mon groupe a été condamné. Parce qu'on a viré, et j'en suis fier, et s'il fallait le refaire, je le referais, parce qu'on a viré un type qui a harcelé 5 filles chez moi. Oui, parce qu'on sait que c'est très violent, on a vu plein de reportages, on l'a même ressenti. Moi, je m'en souviens, j'avais une amie qui a fait une des plus grandes écoles de cuisine, et ça commence même dès l'école, en fait, l'école de cuisine, où il y a du sexisme. Très difficile d'être chef, hein, quand vous en parlez à Hélène Darroze, elle vous le dit, hein, très difficile, il y a très peu de chefs. Vous avez vu cette lettre tribune écrite par 70 chefs en Grande-Bretagne, justement pour dénoncer les violences et dénoncer le sexisme, et notamment du guide Michelin, en fait, où il y a très peu de femmes étoilées. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Sur des critères impénétrables, les critères du guide Michelin, donc je laisserai les interroger. Mais sur les violences, évidemment, je les condamne avec le plus haut point. Moi, je ne fais pas partie de cette génération qui a participé à cette ancienne école. Permettez-moi de considérer qu'on a... Pardonnez-moi, vous n'êtes pas chef. Non, mais je suis chef d'entreprise et j'ai les moyens de sanctionner et de choisir avec qui je travaille. On voit bien que, d'abord, c'est un métier très très dur, épuisant. Ceci venant avec tous cela. les métiers sont durs, Edwige. Rien ne justifie la violence. Rien ne justifie le sexisme. Rien ne justifie des viols, comme on a pu me remonter, de stagiaires qui... ont vécu des choses abominables. Il n'y a rien qui justifie cette violence. Et vous me trouverez toujours sur le chemin de la condamnation. Jamais je ne cautionnerai, ni excuserai, ni dirai c'est parce que le coup de feu, le pauvre. Non, il n'y a pas de violence possible. Il n'y a plus de place pour la violence, il n'y a plus de place pour le sexisme. Mais à l'inverse aussi. Il faut que lorsque les femmes viennent chez nous, qu'elles acceptent aussi que nous, on puisse les accompagner et qu'elles fassent le chemin de venir dans nos métiers. Moi, on leur ouvre on leur ouvre la porte, venez, et on vous protégera, je peux vous assurer. Mais il faut qu'on arrive à casser cette espèce de mythe de la violence à tout prix. Non, il n'y a pas que de la violence. Et je le condamne. Oui, voilà. Merci beaucoup Stéphane Manigold. Le prochain restaurant, c'est quand ? Oui, vous voyez, une demi-heure, ça passe vite. Alors, qu'est-ce qu'on papote ? 9 restaurants, le 10e, c'est pour quand ? Écoutez, on va déjà consolider cette année parce qu'elle va être un peu compliquée. Et on va consolider nos bases déjà. D'accord, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Toujours aussi remonté Stéphane Manigold, chef d'entreprise, mais qui dirige des chefs. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Tout de suite, vous retrouvez les experts, Stéphanie Colo, et nous on se retrouve demain, bien sûr, pour la grande interview. La grande interview sur BFM Business.